Allez, je vous propose qu'on attaque. Je vais ouvrir la séance au nom d'ailleurs de mes deux complices avec qui on a imaginé ce pari un peu fou. Donc, je dirais quelques mots. Donc, surtout Fabien Malray en tant que président de Qualité Service Public Lorraine et Michael Albaladejo, le président du MSQ Alsace. On a imaginé un double pari un peu fou. Le premier, c'était de créer le premier groupe interrégional, ce qui ne s'est jamais fait, sur deux immenses régions qui sont le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et puis le deuxième pari, c'était de se dire qu'on allait tenter de créer une dynamique territoriale, qu'on allait se mettre en mode production et qu'on allait tenter de s'approprier un référentiel aujourd'hui qui finalement n'est pas très connu. Et, euh, et dès qu'on prononce d'ailleurs le mot ISO, et j'en connais autour de la table qui ont cette réaction, et dès qu'on prononce l'acronyme ISO, ça provoque en général quelques allergies et quelques éruptions cutanées. Mais vu qu'on est une quarantaine à se réunir autour de ce thème, c'est que finalement, il y a quand même pas mal de masochistes sur le territoire. Bon, plus sérieusement, la façon dont on va dérouler les choses aujourd'hui, euh, c'est un premier petit tour du terrain de jeu où on a finalement trois intervenants qui nous font l'immense honneur et la gentillesse de parrainer un petit peu notre projet. Isabelle Moritz pour le compte du ministère de la Transition écologique, Mélanie Rambaud pour le compte de l'AFNOR et Dominique Renaudet de Néoclide et animateur du Lab 2051 du ministère. Et puis, en gros, l'objectif un peu de cette séance, c'est de se tester, voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais c'était un petit peu de dresser le panorama des attentes sur et de créer une espèce de dynamique territoriale, ce que je disais dans nos paris. Hein. Je veux dire, si je reprends les mots que je me souvienne d'Henry Ford, qui était de dire se réunir est un début, ça c'est aujourd'hui. Rester ensemble est un progrès, on verra ça demain. Et puis travailler ensemble est la réussite. Et ça serait vraiment les attentes qu'on pourrait avoir par rapport à ce groupe de travail. Une fois ce terrain de jeu un petit peu tracé, qu'on comprenne tous là où on va jouer, je vous proposais qu'on se retrouve en petits groupes pour faire deux activités. En petits groupes, et ces deux activités seront exécutées sur Bicast. Donc, on fera un petit jeu ensemble pour vous aider à vous connecter puis et puis à vous familiariser avec l'outil, mais vous verrez, c'est relativement simple. Et en gros, deux activités que vous ferez par petits groupes qui sont déjà de chercher une identité, c'est-à-dire de se donner un groupe, parce qu'aujourd'hui, on l'appelle le club ISO 37101, c'est pas très sexy, on ne sait pas comment l'appeler, d'accord. Ou alors peut-être qu'il ne faut pas lui donner de nom, j'en sais rien, mais ça pourrait être sympa, mais qui sert juste de mise en train. Et puis ensuite, un petit atelier sur l'inventaire un petit peu des attentes et des besoins de chacun. Alors, vous verrez que pendant que vous serez en petit groupe, vous aurez accès à la réflexion de l'ensemble du grand groupe. Et puis, si ça a fonctionné, si effectivement on a de la matière et du contenu et l'envie de faire des choses ensemble, on se consacre à la dernière demi-heure à commencer à tracer une feuille de route de ce groupe de travail en espérant qu'il vibre relativement longtemps et là peut-être que je rêve, mais c'est un petit peu oui, c'est un petit peu mon rêve, c'est-à-dire qu'on arrive finalement à créer des livrables qui soient des outils opérationnels qui correspondent à nos besoins et qu'on arrive à les partager ensemble, c'est-à-dire qu'on crée une vraie intelligence collective à l'échelle de notre grand territoire. Voilà un petit peu le contexte général. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps finalement, ce que je propose, c'est que Isabelle Maurice, au nom du ministère, tu ouvres un petit coup de balle. Et puis, on enchaîne ensuite les petites présentations qu'on a prévues courtes pour pas que vous endormiez. Hein, et ensuite, on se met réellement au boulot en petits groupes. Isabelle, à toi de jouer. Merci, ben merci de nous avoir invités. Donc, heureux d'ouvrir cette séance assez unique, en effet, cette proposition assez unique. Donc, en fait, je voulais juste vous replacer aussi ce travail, ce chantier dans le cadre général, en fait, dans le contexte aussi du ministère, et puis zoomer ensuite un petit peu sur le chantier ISO spécifiquement. Donc, effectivement, autour du Lab 2051 que vous connaissez pas, certainement pas non plus, et effectivement le chantier ISO 37
701 fait partie en fait des chantiers, du Lab 2051. Donc le but, c'était un peu de vous présenter ce qu'est le Lab 2051 d'abord, le contexte dans lequel il s'inscrit, son ambition, sa méthode et puis, les actions et la dynamique pour ensuite, pouvoir zoomer, avec les représentants de l'AFNOR et Dominique Renaudet sur, ISO 37101 en tant que tel. Donc le contexte, c'est, le plan ville durable donc qui a été relancé par, par les ministres, en février dernier lors d'un événement, qui s'intitule «Habiter la France de demain». Donc c'est une démarche en fait portée par, la ministre, Emmanuelle, Wargon et dans ce cadre-là, en fait, ce plan ville durable et cette démarche, s'appuie en gros sur 3 grands piliers, on va dire, la gouvernance, la levée des freins à l'innovation et puis, le pilier sur la communication et la réplication. Donc pour un peu situer, l'outil Lab 2051, donc on a la gouvernance, qui a été, cet axe en fait qui est un peu, on va dire, personnifié aujourd'hui par, la création de l'association France Ville Durable qui est collégiale, donc qui réunit 4 collèges et dont le ministère représenté par la Direction générale de l'aménagement et du logement et de la nature, pilote un groupe de travail sur l'innovation. Heu, évidemment, là, on parle d'innovation. On est vraiment sur le thème de l'innovation. C'est pour ça que je vous ai un peu dressé, ce contexte, général puisque le Lab 2051, s'inscrit dans le deuxième axe pour lever les freins à l'innovation, aux côtés des autres outils juridiques qu'on met également, en place et notamment on teste le permis d'innover, le permis d'expérimenter et puis bien sûr le dernier axe, c'est la communication, la réplication. Toujours autour de la refonte du portail, France Ville Durable. Alors, du coup, on est au centre là, le Lab 2051, c'est quoi? Et c'est, quelle est l'ambition? Quelle est la méthode? Donc en fait, il a été créé, en mars, 2020 et le but, c'est d'incuber, des projets urbains innovants. Donc là, c'est pour vous situer le chantier Lab qui est le chantier ISO, qui est vraiment dans un contexte d'innovation. Donc un peu ça gratte peut-être un peu moins aussi, c'est peut-être un peu moins urticant, qu'ISO du coup, et l'ambition, c'est vraiment déjà de capitaliser sur l'existant, donc de décloisonner et surtout d'être très agile et opérationnel. Alors on est vraiment sur quelque chose d'opérationnel, on est sur des démarches assez courtes, 18 mois grand maximum, pour faire avancer des sujets qu'on juge à très fort impact et on est dans une logique exploratoire. Donc ça, c'est un peu le contexte, pour nous, on est vraiment dans une logique exploratoire et il y a une charte d'engagement du lab dont vous pourrez prendre connaissance et le lab, en fait, s'appuie sur une méthode en 5 étapes. Donc après, vous verrez comment se situe, le chantier ISO par rapport aux autres chantiers du lab. Donc on a une première étape, d'identification, des projets. Ensuite, on lance les sujets du lab. Il y a une étape de cadrage, le prototypage qui dure, c'est cette phase-là qui peut durer 16 mois, 18 mois et ensuite, le but c'est que ça se déploie en fait. Donc en fait, là ça fait, c'est juste pour vous montrer, qu'il y a d'autres chantiers que le chantier ISO 37101, mais que le chantier ISO 37101 fait partie en fait des chantiers, natifs, on va dire, qui ont été lancés, dans le cadre de la démarche Écocité. Donc je ne sais pas si vous connaissez la démarche Écocité qui a permis de faire sortir de terre des démonstrateurs, puisque c'est un appel à projet, l'appel à projet Ville de demain, que vous connaissez peut-être, qui est opéré par la Banque des territoires. Et comme tous les appels à projets, on a des démonstrateurs. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour passer à l'échelle, pour dupliquer? On avait testé dans le cadre d'Écocité avec les 30 métropoles et agglomérations, cet outil, et au départ ISO 37101. On a travaillé aussi sur d'autres sujets comme le sujet de la rénovation, BBC, des copropriétés privées par exemple. Et donc on voit les trois chantiers qui ont été lancés dans le cadre de la démarche Écocité, qui sont aujourd'hui ouverts, ils sont aujourd'hui en fait en phase de déploiement.
ans, on va dire, ces outils, puisqu'en fait, ils ont été maturés depuis 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, on est vraiment avec vous en phase de déploiement de cette méthode ISO 37101, comme on l'est pour les 3 autres chantiers que j'ai indiqués sur la diapo: BBC Rénovation, IBA, c'est un dispositif innovant de management de projets urbains, et ISO, un système de management de projets urbains que nous jugeons, nous aussi innovant, et de plusieurs manières. En fait, aujourd'hui, le lab s'adresse à tous les territoires, donc on est plus sur une logique écocité avec les happy few, les métropoles, les grandes agglomérations qui ont pas mal de moyens. Et le but, c'est vraiment de s'adresser à tous les territoires pilotes. Donc là, on est super content d'être avec vous parce que bah, potentiellement, il y a énormément de territoires pilotes qui aujourd'hui s'ignorent et qui sont un peu partout, voilà, dans vos régions, et qui aimeraient, j'imagine, participer en fait à ces actions. Donc, aujourd'hui, on a 4 autres actions qui sont lancées. Donc, je vous les ai juste citées pour vous l'indiquer, parce que peut-être que vous serez intéressés par aussi ces autres sujets qui sont en phase de prototypage, dont certains vont bientôt sortir en phase de déploiement. Donc, on travaille sur des sujets qui ont été initiés dans le cadre d'Écocité. C'est pour ça que je les ai mis en vert. La massification de la construction bois, puisqu'aujourd'hui, on a des beaux démonstrateurs R+9, voilà, R+8, mais qu'est-ce qu'on fait demain pour massifier la construction bois? L'autoconsommation collective à l'échelle du quartier, parce que, bah oui, les bailleurs sociaux se lancent dans l'autoconsommation collective, mais en vrai, les copropriétés privées et autres, ça marche pas vraiment. La ville et le numérique, parce que, on développe des plateformes dans tous les sens, mais aujourd'hui, il y a pas vraiment de méthodes, d'outils, et cetera, de cadres. Et puis un sujet qui n'a pas été proposé dans Écocité, pour vous montrer qu'on peut lancer des nouveaux sujets et que vous pouvez aussi nous en proposer: l'habitat modulaire et transitoire. Voilà, comment on déploie ce type de sujet. Donc on est vraiment sur du passage à l'échelle, dans une logique de passage à l'échelle. Avec ISO, on est sur quelque chose d'assez particulier, puisque c'est vraiment un système de management de projets urbains. Donc on est sur quelque chose en fait de transversal et d'assez structurant pour nous, qui partait, donc, puisque je vais rezoomer sur ISO 37101, puisque c'est vraiment l'objet de votre groupe de travail, et pour pouvoir ensuite laisser la parole à mes 2 partenaires. Heu, ISO 37101, c'est vraiment c'est parti d'un besoin de mise en cohérence en fait de certaines choses, et le fait de créer un outil de dialogue commun. Alors, bon, vous allez me dire: «Bah oui, on n'arrête pas de créer des outils de dialogue commun et à chaque fois on en change, donc ça sert à rien». Là, en fait, déjà, l'idée, c'était d'avoir un outil à l'échelle internationale. Donc c'est ce que va aussi expliquer l'équipe d'AFNOR, d'avoir vraiment un outil assez solide à l'échelle internationale, qui soit assez, qui puisse intégrer tous les outils qu'on pourra toujours créer au fur et à mesure, parce que l'imagination humaine n'a pas de borne, et donc on arrivera toujours à créer des nouveaux outils. Mais non, en attendant, il faut quand même qu'on ait un socle de base. C'est ce qu'on s'est dit, notre but principal, c'était d'aider en fait les collectivités à répondre aux appels à projets de manière générale, donc aux AMI, aux appels à projets, aux contrats, et cetera. Enfin, toutes les formes d'aide possibles et inimaginables, labels, tout type de démarche, même écoquartier, heu et en créant un socle commun. Donc là, c'est une dynamique qui est aujourd'hui lancée, puisqu'on a lancé depuis 2018-2019 des groupes de travail, où on a en fait 2 groupes de travail qui sont séparés, qui ont été séparés jusqu'à présent, avec les porteurs d'aide d'un côté et les collectivités de l'autre.
Donc là, je vous montre un petit peu les acteurs en fait qui sont engagés. Donc au niveau stratégie et projet, il y a un certain nombre de territoires qui sont aujourd'hui engagés et donc on est content, de voir que vous allez porter si vous acceptez. Après, voilà, mais en tout cas, il y a déjà une dynamique qui est enclenchée, au niveau des territoires et qui est portée aussi au niveau ministériel et par des opérateurs et notamment des associations, d'élus, qui soutiennent aussi, cette démarche puisque donc il y a bien 2 volets. On travaille à la fois, nous, on balaye devant notre porte. L'idée, c'est, vraiment, de faire en sorte que nos appels à projets, puissent être accessibles et de faire en sorte que vos stratégies et projets de territoire, deviennent de plus en plus ambitieuses. Et donc, pour cela, on a publié, 2 guides. Un guide pour les porteurs d'aide et un guide pour les collectivités, et les partenaires, qui souhaitent s'engager dans des stratégies et projets. Ces 2 guides sont accessibles et le but, c'est, ils sont pas parfaits, donc vous allez les lire, ils sont pas parfaits et le but, c'est de les perfectionner, en fait, avec les acteurs qui rentrent dans la démarche, de faire en sorte qu'ils soient vraiment opérationnels, en fait, qu'ils aident, tout le monde et au premier rang desquels, les petits territoires, également. Donc voilà, pour vous montrer, en fait, que c'est une dynamique qui est portée, bien sûr, par, l'AFNOR aussi, puisque nous sommes appuyés par, Christian Lévy, qui est le président de la commission nationale AFNOR, Villes et territoires durables et intelligents, qui appuie la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages que je représente aujourd'hui sur cette démarche et qui fait le lien avec l'organisation internationale pour que nous puissions aussi valoriser au sein de nos groupes l'expérience française à l'international de l'utilisation de ce standard. J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'allais juste rappeler à l'ordre. Laisser la parole à Mélanie, je crois, qui devrait enchaîner. Oui, tout à fait. Alors, je mets ma présentation. Hop. Voilà, je pense que vous voyez mon écran maintenant. Et il est magnifique. Ok, parfait. Alors, merci Isabelle. Donc, effectivement, c'est une transition toute trouvée. Donc, moi, je vais vous faire le focus un peu sur le contexte de cette fameuse norme. Alors, attention à l'acception du mot norme en France en particulier, qui a ces 2 acceptions d'un côté la réglementation et de l'autre côté les référentiels volontaires. Et nous sommes bien dans ce cadre-là des référentiels volontaires, des concentrés de bonnes pratiques, voilà, et donc des outils utiles au plus grand nombre et visant donc des méthodos et autres aspects pour vraiment soutenir des démarches collectives et sur la base donc, de bonnes pratiques qui font consensus. Donc, je ne vais pas rentrer dans le cœur vraiment de la norme puisque c'est Dominique qui le fera ensuite. Je vais vous montrer moi, un petit peu le contexte dans lequel elle s'est construite et en particulier vous rassurer quant à la pérennité quelque part de ce dispositif, puisque les normes, qu'elles soient internationales, françaises, européennes, ont un cycle de vie qui fait qu'elles sont aussi revues régulièrement pour voir si elles sont toujours pertinentes et pour s'adapter aux évolutions. Donc, tout retour d'expérience sera aussi très utile dans ce cadre-là. Donc, la norme ISO 37101 dont on parle tout à l'heure, vous envoyez le titre déjà, c'est peut-être le plus important pour démarrer. Donc, c'est bien un document qui se veut être un système de management. Vous en connaissez certainement d'autres, la 9001, la 14001 et autres. Mais elle se construit, alors elle a une base commune par rapport à ces référentiels, mais elle est construite un petit peu différemment. Et donc, Dominique y reviendra. C'est vraiment la pierre angulaire des travaux internationaux et qui se complète en fait avec un certain nombre d'autres documents sur des aspects plus spécifiques. Elle a été élaborée dans le comité qui porte le doux numéro de 268 avec à peu près 70 pays impliqués, donc ce qui est quand même pas neutre, et sous pilotage français.
Donc, ce comité ISO est piloté par la France et l'élaboration de cette norme a elle-même été une impulsion française et pilotée par la France. Et donc, elle s'inscrit donc avec d'autres documents qui viennent en appui. On va avoir des documents sur les indicateurs, sur la transformation numérique des villes, des guides d'application spécifiques aussi par rapport à cette norme 37101 ou d'autres thématiques que j'aborderai un petit peu plus tard. Il faut savoir que la France a aussi pris l'initiative de créer un comité équivalent, on va dire, au niveau européen, pour que cette démarche internationale puisse aussi prendre de l'ampleur au niveau européen. Les enjeux, on va dire, des villes ou des territoires européens étant aussi quelque peu différents de villes internationales, hein, forcément entre une ville chinoise et puis je ne sais pas, une ville en Suède ou autre, on n'est pas du tout sur les mêmes aspects, les mêmes dimensions, la même histoire. Et donc, pouvoir répondre à des enjeux spécifiques européens, mais aussi faire de cette norme 3701 un document qui soit systématiquement repris dans les collections nationales en devenant elle-même une norme européenne. Donc, ce processus est en cours, elle n'est pas encore européenne, mais l'objectif, c'est bien qu'elle le devienne, et c'est un processus qui est en cours de construction. Ce document 37101, il faut savoir qu'il est traduit dans de nombreuses langues, que ce soit en anglais, bien évidemment, donc, il a été élaboré en anglais puisque c'est une norme ISO, donc il est traduit en français, mais aussi en russe, en portugais, en espagnol, en chinois, et puis probablement dans d'autres langues, puisque c'est un document qui a été repris dans la collection nationale de différents pays. Et donc, tous ces travaux européens et internationaux sont suivis par une commission AFNOR, présidée par Christian Lévy, avec cette capacité à décider de reprendre la norme en langue française, qui est le cas, et puis de préparer les contributions françaises à l'ensemble des travaux européens et internationaux. Alors, donc c'est un document qui est vraiment en cours de dissémination, qui est adopté donc par différents pays, je le disais tout à l'heure, qui est utilisé aussi dans différents continents. Et récemment, l'Association internationale des maires francophones a pris acte de l'existence de ce référentiel et a décidé de faciliter ou en tout cas de promouvoir son utilisation. Donc, il y a une liaison qui s'est créée avec le comité international et donc une volonté que un certain nombre de pays africains s'en emparent et l'utilisent aussi pour, je dirais, soutenir leur démarche par rapport à l'aménagement urbain. Donc, on commence à avoir quelques retours d'expérience. Certains pays ont aussi été sur la certification de ce référentiel. Donc, nous, l'objectif, c'est d'élaborer le document. Après, en particulier, une norme de système de management veut pouvoir être certifiable. Pour l'instant, en France, il n'y a pas encore de dispositif par rapport à ça, mais des pays l'ont déjà mis en place. On notera par exemple les États-Unis, le Canada, la Côte d'Ivoire, l'Italie, me semble-t-il, voilà, et certainement d'autres. Et donc, à partir de 2022, il y aura un enrichissement de ce référentiel sur la base de retours d'expérimentation, venant de tous horizons. Et puis, toujours en cours, le développement de guides d'application. La 3701 a une petite sœur qui porte le nom de 3704, qui se veut être un guide d'application spécifique aux collectivités, mais il y a un guide pour les aménageurs aussi qui existe, enfin voilà, un certain nombre d'autres aspects. Donc, au niveau européen, ce que je vous disais, donc le volet, c'est l'adoption en tant que norme européenne de cette norme qui est lancée et donc qui, de fait, du coup, deviendra une norme dans toutes les collections des pays européens. Et donc, pareil, un travail sur les retours d'expérimentation. Et donc, au niveau français, le leadership par rapport à ce référentiel est important puisque ça nous permet d'avoir je dirais, un positionnement fort quant à la capacité d'influer sur le contenu et puis d'être aussi au centre quelque part de la réception de nouveaux besoins, soit en termes de guide d'application, soit en termes de contribution active apportée ou de pouvoir aussi regarder les retours d'expérience qui pourraient alimenter
la révision de ce document à moyen terme. Alors, en termes de thématiques qui sont abordées dans les travaux de normalisation, donc ce document chapeau qui vient s'articuler avec d'autres thématiques qui sont traitées dans le même comité. Donc, il va y avoir un certain nombre de guides d'application de cette norme, je vous le disais, donc sur les quartiers d'affaires, sur les aménageurs, sur les villes de taille petite et moyenne. Il y a des documents sur la transformation numérique avec des aspects donc, liés à l'open data ou encore aux architectures de référence, aux infrastructures intelligentes aussi. Commencent à se profiler des travaux sur la résilience des territoires. Et puis, tout récemment, un groupe sur la mobilité durable avec une forte implication d'un acteur français, Alstom, pour travailler vraiment sur ces aspects transverses de la mobilité et vouloir inscrire cette démarche justement sous l'égide de ce référentiel qui est très, très englobant et qui s'articule par rapport à un certain nombre de domaines d'action et de finalités à atteindre. Et puis d'autres documents sur les indicateurs urbains. Au niveau européen, donc c'est un comité qui est plus récent. Et donc, le programme de travail continue à être structuré. Ont été identifiés comme travaux à aborder les solutions fondées sur la nature, les objectifs de développement durable, la résilience des villes et des territoires, la co-création et l'engagement des parties prenantes, et puis tout ce qui est lié aussi aux architectures de référence pour les plateformes de données urbaines. Et puis au niveau français, donc c'est la France qui a été à l'impulsion aussi sur les quartiers d'affaires et sur le guide d'application sur les aménageurs. On a travaillé de manière un peu spécifique avec la ville de Paris sur l'accessibilité de quartiers. Et donc, c'est un document qui pourra être ensuite injecté vraiment dans les travaux de normalisation pour en faire éventuellement une norme internationale. Voilà, donc l'articulation un petit peu de l'ensemble de ces travaux et pour vous montrer que voilà, cette norme, elle n'est pas toute seule, elle s'inscrit vraiment dans une dynamique plus globale et elle a vocation vraiment à être le cœur du dispositif d'un certain nombre d'initiatives en faveur de l'aménagement urbain durable. Voilà ce que je peux vous en dire. Et puis, dans les 5 minutes qui m'étaient imparties, et je vais laisser donc Dominique aller un petit peu plus loin sur la suite. Voilà. Merci, Annie. Dominique, une dizaine de minutes. OK. Merci. Bonjour à tous. Merci. Merci Serge pour le passage de parole. Et puis, si je suis trop long, Serge, n'hésite pas à me couper. Je vais me mettre en partage d'écran de suite. Alors, hop. C'est génial. Voilà. Alors, peut-être pour démarrer, juste 2 ou 3 mots pour me présenter. Donc, je suis Dominique Renaudet. Je suis fondateur du cabinet de conseil Néoclide. Néoclide, notre ADN, c'est d'intervenir, d'accompagner les acteurs publics principalement et parfois les acteurs privés pour développer de l'intelligence collective en réponse aux défis de transition énergétique et écologique, pour faire très court, pour faire simple. Et donc, on a le plaisir, dans le cadre de nos missions, on a le plaisir d'être aux côtés d'Isabelle sur plusieurs sujets, et notamment sur l'animation d'expérimentations qui sont menées, d'explorations qui sont menées dans le cadre du Lab 2051, la construction bois, la ville et le numérique. Donc, je fais cette parenthèse parce que si certains d'entre vous sont intéressés par ces sujets, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On pourra aussi en discuter en marge de cette réunion. Et puis, donc, sur le déploiement, l'expérimentation et le déploiement donc, de ce référentiel, de cette norme, pour la norme pour l'instant, norme ISO 37001. Et j'en profite pour dire que, de manière un peu raccourcie, effectivement, on va parler de la 37101, mais en effet, derrière ça, on parle aussi notamment de la 37104. On sait vraiment, nos travaux se sont concentrés sur ces deux normes. Et puis, on n'oublie pas qu'évidemment, il y a tout un tas de normes filles, en tout cas de normes qui sont dans la constellation de la 37101, comme ça vient d'être présenté par Mélanie.
Alors, l'enjeu des travaux lancés par le ministère, comme le disait Isabelle tout à l'heure, hein, dès 2018, ça a été de se dire l'État français s'est beaucoup impliqué dans la rédaction, la production de cette norme, et donc il faut passer à l'échelle. Maintenant, il faut déployer. Et donc, ça a été tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu de cette expérimentation, de cette exploration autour de la 3701, dont je vais dire quelques mots. Je serai peut-être un peu court sur certains, enfin un peu rapide sur certains aspects. Et là aussi, vous n'hésiterez pas à m'interpeller ou à me faire un petit mail en marge de cette réunion. Et dernière chose avant de démarrer, vous avez dans l'assistance aujourd'hui Julie Sardou, qui est à mes côtés, qui travaille aussi chez Néoclide et qui suit ce projet à mes côtés. Donc, n'hésitez pas aussi à contacter Julie si vous avez soit des questions, soit des remarques sur le sujet. Alors, pour rentrer dans le détail, je vais essayer d'aller vite, surtout qu'il y a pas mal de choses déjà qui ont été dites, mais si on revient donc à cet enjeu de déploiement, hein, et d'expérimentation, alors d'abord d'expérimentation et de déploiement, le premier enjeu, c'était de dire cette norme, en fait, elle a énormément d'atouts, puisque quand on la regarde bien, elle couvre beaucoup de choses, hein, et elle est à la fois dans le processus qu'elle propose, l'organisation en termes de méthode et d'outils, et puis sur le référentiel de finalité et de domaine d'action, il y a énormément de choses intéressantes. Elle est à spectre large, et donc c'est une très très grande richesse, c'est une très grande force. Alors c'est aussi, en disant ça, c'est aussi un peu sa faiblesse, c'est-à-dire un peu son défaut, c'est en étant très large, on a constaté que les acteurs potentiellement les premières cibles, hein, de l'utilisation de cette norme, les acteurs nous disent c'est tellement large que on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc il y a eu, premier constat, une nécessité d'appropriation. Donc les travaux qui ont été lancés en 2018, hein, et puis qui se sont confortés dans des groupes de travail nationaux à partir de 2019-2020, ça a été de travailler l'appropriation. Et travailler l'appropriation en insistant, dans un premier temps en tout cas, sur le côté très pratico-pratique de la norme, sur le fait que c'est une norme qui permet de se poser des bonnes questions, et puis en insistant sur le côté, ça a été dit déjà, sur le côté volontaire, application volontaire. Et puis en disant aussi, vous découvrez un outil, un référentiel, mais en fait, cet outil, ce référentiel, vous le pratiquez déjà. Vous le pratiquez déjà parce que c'est une démarche qui est héritée, finalement, très inspirée en fait, hein, de ce qui est pratiqué en France en matière de management de projet. Et on retrouve notamment beaucoup de choses qui sont empruntées aux pratiques d'Agenda 21, telles que les Agenda 21 ont pu être menés sur les territoires. Et donc, la question qui s'est posée après la question d'appropriation, enfin, cette question d'appropriation est toujours présente, hein, c'est un sujet. C'est la question, du coup, comment, sur quel champ un peu plus concret on va pouvoir l'utiliser, et donc en quoi cette 3701 est utile. Donc, ça a été le principe, hein, de travail. Et vous allez le voir, ça a déjà été un peu dit, puis vous allez le voir dans la suite, mais donc il y a eu jusqu'à présent, depuis 2018, beaucoup de cas d'application très variés, assez différents. Là, on en a cité quelques-uns, hein. Donc on a les appels à projets, Isabelle en parlait tout à l'heure. L'État, dans le cadre d'un certain nombre de ces appels à projets, commence à instiller la 3701 dans notamment la manière de construire un plan d'action, une stratégie, un plan d'action, et la manière d'évaluer derrière une proposition à un appel à projet. On retrouve ça, on a de la 3701 sur des territoires, hein, qui se lancent dans la révision de leur projet de territoire et qui disent moi ça m'intéresse de travailler mon projet de territoire avec le référentiel de la 3701. On la retrouve également dans des projets d'aménagement urbain, notamment du côté de Grenoble, qui a un de ses principaux projets d'aménagement urbain qui a été travaillé à la moulinette de la 3701. Donc, etc. Et vous allez voir dans les travaux qui sont menés cette année, en 2021, on continue à dérouler la pelote, hein, et à regarder les différents cas d'usage de cette 3701. L'idée, c'est vraiment aussi de profiter de tous ces cas d'usage pour finalement faire rentrer la culture du management de projet et du management de projet durable au sein des organisations, avec, ça a été dit aussi tout à l'heure, hein, bien sûr des choses qui sont à apprécier et donc à adapter de manière différente entre
ces organisations qui, pour certaines, sont très dotées en ingénierie interne, hein, très équipées, qui ont des moyens, et puis d'autres qui sont toutes petites et qui n'ont pas les moyens. Et ça, c'est aussi un sujet pour nous, c'est-à-dire comment faire en sorte que cette 3701 soit accessible à tous et puisse être mise en œuvre par tous. Alors, je reviens juste sur cette diapositive. Hein. Vous voyez au centre, hein, le couteau suisse. Alors, on reste bien sur des cas d'application en France et on fait un petit coucou à la Suisse s'il y a des Suisses parmi nous. Mais donc, c'est bien cette idée aussi qu'on va pouvoir utiliser cette norme sur un grand nombre de cas d'usage. Et c'est ce qu'on va défendre dans les travaux de cette année. Je reviens très rapidement sur on va dire le dispositif Lab 2051 tel qu'il a été présenté et sa déclinaison sur le sujet ISO. Donc, à partir de 2018, le sujet a été testé sur 4 cas d'usage. Hein, déjà, il y a une première salve de cas d'usage qui ont été regardés par le ministère, qui ont fait l'objet de 4 monographies publiées sur le site du ministère. Et puis, à partir de 2018, on s'est lancé, comme le disait Isabelle, sur des groupes de travail nationaux avec 2 grands volets, un volet appel à projet, un volet stratégie et projet, et donc les guides, hein, les fameux guides qu'Isabelle citait tout à l'heure. Et 2021, donc on poursuit les travaux et avec l'idée de renforcer cette logique un peu de communauté, parce que vous voyez, vous allez le voir, il y a un certain nombre de territoires qui se lancent hein, dans l'utilisation de ce référentiel. Donc, c'est renforcer l'idée d'une communauté ISO 37101, et puis avec des sous-groupes d'approfondissement, parce que les guides qui ont été publiés fin 2020 répondent à un certain nombre de questions, mais n'ont pas tout traité, et donc on a identifié des sujets qui méritaient d'être approfondis. Alors, les principaux messages que l'on fait passer hein, sur cette première logique d'appropriation, déjà, c'est de dire, c'est de justifier pourquoi c'est intéressant d'utiliser le standard. Et on le présente, vous allez le voir dans les guides, on le présente comme ça. Alors, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, hein, donc ces guides viennent bien sûr compléter les documents normatifs en tant que tels, hein, qui sont disponibles sur le site de l'AFNOR, donc je vous invite évidemment à les consulter, c'est la base, bien sûr. Et donc, ces productions de guides qui sont sur le site du ministère, quelque part, sont là pour illustrer hein, et justement faciliter l'appropriation du référentiel par les territoires. Et donc, je referme cette parenthèse, et donc pour vous dire que les messages que l'on veut faire passer, hein, c'est de dire, voilà le type de réponse que vous allez trouver en utilisant la 3701. La première chose, c'est un outil qui permet de mobiliser les acteurs et co-construire et de travailler la transversalité. On sait que la transversalité, c'est important au sein même des organisations, c'est important quand on fait de l'interterritorial, par exemple, et c'est surtout indispensable pour adresser les enjeux de développement durable. Donc ça, c'est le premier point. La 3701, elle permet par le principe d'amélioration continue et de questionnement au fil de l'eau du projet, elle permet d'enrichir le projet sur son cycle de vie. Donc, on est bien dans une idée aussi d'apprécier le projet sur le temps long. Hein, ça, c'est important, c'est vraiment d'apprécier le projet sur le temps long. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est renforcer les ressources hein, qui permettent de piloter les projets et d'outils. Et donc, il y a une fameuse grille, il y a la fameuse grille dont on va reparler, mais qui notamment est très utile pour travailler les projets, pour les faire de l'évaluation a priori, de l'évaluation ex post, etc. On a bien sûr aussi, et ça c'est très fort et ça revient vraiment très très souvent dans les discussions que l'on a avec les territoires, cette idée que on a au travers de la 3701 un référentiel de langage commun, c'est-à-dire que on va pouvoir, l'idée c'est que les acteurs qui vont s'approprier ce référentiel vont pouvoir discuter entre eux parce qu'ils ont la même façon de penser les finalités du développement durable, la même façon de les croiser, ces finalités, avec les domaines d'action, et puis quelque part un cadre de pensée, un cadre de méthode qui va être commun. Donc ça, c'est très important et c'est ce qui est, j'ai envie de dire, plébiscité peut-être en numéro 1, si on devait hiérarchiser ces 6 points, peut-être en numéro 1 parmi les 6. Le cinquième point, c'est de dire que c'est un outil qui, du coup, nous permet aussi d'objectiver les politiques et les projets qui sont menés sur le territoire, d'en faciliter du coup la communication, hein, puisqu'on a des éléments tangibles qui vont pouvoir être formulés à partir notamment de la matrice finalité domaine d'action, la grille finalité domaine d'action.
Donc, il y a une logique de rendre compte aux citoyens. Et puis, cette idée d'améliorer, bien sûr, et là, c'est un peu l'ensemble, du coup, d'améliorer, in fine, la performance des politiques publiques. J'ai insisté sur cette diapositive et je vais passer vite sur les suivantes. Mais... Juste 2 secondes que je regarde qui vient. Il y a un écho là, je ne sais pas si quelqu'un a laissé son ouvert, je ne crois pas. Voilà. J'ai insisté sur cette diapositive parce que je pense que c'est vraiment important de partir de là. Et quand Serge parlait des deux sessions, 2 ateliers en parallèle tout à l'heure, à l'issue de la présentation, sur qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce référentiel. Il faudra, à mon avis, essayer de se raccrocher à ces idées-là. Enfin, vous êtes bien sûr tout à fait libre d'avoir d'autres idées, mais en tout cas, c'est certainement intéressant pour nous aussi d'observer comment vous allez vous emparer de ces enjeux. Alors, après, là, je passe beaucoup plus vite, je vais passer plus vite, mais tout ce qui est très, très bien écrit dans la norme, parce que la norme est très, très bien faite, donc on vous invite bien sûr à la lire, la 3701 comme la 3704. J'ai même un petit faible pour la 3704, pour être honnête. Mais simplement, donc dans le guide, on a proposé une vision un peu simplifiée de la prise en main de ces normes. Et donc, ce qu'on aime bien, c'est notamment dire, voilà, il y a 3 grands principes. Le premier, c'est d'avoir une logique de ciblage en ayant en tête en permanence les 6 finalités. Ça, c'est un peu le mantra général, c'est d'avoir en tête quand même ces 6 finalités. Donc ça, c'est le premier grand principe. Ensuite, le deuxième principe, c'est un système de management. Donc, une fois qu'on a dit ça, alors pour certains, c'est un mot, c'est une expression un peu barbare. Il y a des élus qui nous disent, mais c'est quoi un système de management? Bon, mais en tout cas, c'est un cadre méthodologique, un système de management, donc un process qui est très bien décrit et qui est très, bien sûr très utile. Et puis, dernière chose, c'est troisième grand principe, ce qu'on doit retenir, c'est finalement ce côté très pratico-pratique de la grille, la matrice, la grille, qui permet de croiser les finalités et les domaines d'action. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, on peut l'utiliser vraiment à tous les niveaux, à tous les stades en fait, de maturation d'un projet ou même de maturation d'une politique publique. Et donc, on invite, et ça c'est décrit dans le guide, on invite à utiliser cette matrice vraiment aussi souvent que possible. Voilà, donc, alors les finalités, vous les trouverez avec ce support, vous les aurez, je ne vous les lis pas et vous les trouverez dans la norme, mais donc c'est vraiment important d'avoir cette structuration du projet et des politiques au travers des 6 finalités. Alors, excusez-moi, je suis parti en arrière. Ah oui, non, c'est bon. Alors là, je décris un peu plus le deuxième principe, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On insiste beaucoup, quand on parle du système de management, avant tout, bien sûr, de l'engagement. C'est important qu'il y ait un portage. Donc, la norme insiste beaucoup là-dessus, un portage, un engagement politique, de façon à s'assurer d'un leadership clair et puis aussi d'engager, bien sûr, les différentes parties prenantes. La norme insiste beaucoup sur la mobilisation, l'implication des parties intéressées, des parties prenantes. Le cœur du système de management, c'est la boucle d'amélioration continue que vous connaissez. On définit une stratégie, des objectifs, une stratégie sur la base des finalités. On en déduit un plan d'action, on met en œuvre ce plan d'action, on l'évalue. Et l'idée, c'est d'enrichir en permanence le projet de cette manière. Et puis, le troisième point du système de management en tant que tel, c'est ce qui est appelé dans la norme le support du système de management. Et en gros, ce support de système de management qu'on retrouve dans les autres systèmes de management que vous connaissez, c'est de dire, voilà, ça n'est pas que de l'incantation. Et souvent, le problème du développement durable, quand c'est pris au niveau politique, je pense que vous ne me contredirez pas si je dis qu'il y a beaucoup d'incantations et peu de moyens derrière. Eh bien, l'idée, c'est de dire il faut des moyens pour mettre tout ça en œuvre. Il faut des ressources formées, il faut pouvoir communiquer, il faut sensibiliser, il faut bien sûr une information documentée. Et bien tout ça, c'est ce qu'on appelle le support du système de management. Alors, on a des petits schémas pour le décrire, mais c'est la même chose que ce que vous trouvez dans la norme, fait de manière un peu différente. Je passe rapidement. Cette fameuse grille est donc finalité domaine d'action que j'évoquais juste avant, qui peut servir
à différents stades d'élaboration et de suivi et d'évaluation du projet. Les domaines d'action concernés, là, qui n'apparaissent pas sur la grille parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les mettre, mais ils sont ici, vous les avez sous les yeux. Donc, l'idée de ces 12 domaines d'action, c'est qu'ils puissent, bien sûr, qu'ils couvrent l'ensemble des politiques publiques qui sont à la main des décideurs sur le territoire, des décideurs publics. Alors, en fonction des compétences qui sont exercées par les acteurs en question, les collectivités en question, vous aurez peut-être un usage de la 3701 qui sera un petit peu différent d'un territoire à l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est on vous dit passer en revue les 12 domaines d'action. Par contre, il est possible que certains domaines d'action ne soient pas dans vos compétences. Pourquoi pas? C'est pas grave, c'est la vie. Et il est possible aussi d'ailleurs que certains de vos projets, vous allez vous lancer dans un projet qui sera entre guillemets un peu plus focusé mobilité, par exemple. Eh bien, oui, donc vous allez mettre l'accent sur le domaine d'action mobilité. Peut-être que les autres domaines d'action, quand vous allez les passer en revue, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas grand-chose à dire. Bon, soit, c'est comme ça, mais en tout cas, vous allez vous poser la question. C'est-à-dire que vous allez faire l'exercice de balayage de l'ensemble des domaines d'action et vous allez regarder en quoi votre projet, votre politique contribue aux finalités, aux 6 finalités de développement durable. Ça va être un peu ça l'exercice. Et alors, ce qu'on dit sur les domaines d'action, c'est que, alors j'espère que Mélanie sera d'accord avec moi là-dessus, mais c'est qu'on a une vision un peu extensive, un peu assez souple de ces domaines d'action. Ce qu'on dit, c'est que là, vous avez une proposition des 12 domaines d'action à passer en revue de manière systématique. C'est au minimum ces 12. Ça n'empêche pas, pourquoi pas, de rajouter un 13e ou un 14e domaine d'action si, au niveau des élus, par exemple, vous avez une verbalisation des politiques qui est un peu différente de celle qui est proposée ici et dans laquelle l'élu ou les élus vont mieux se reconnaître. Ce qui n'empêchera pas de couvrir de la même manière l'ensemble des domaines d'action, mais il y a une forme de tolérance sur le fait de pouvoir rajouter un ou plusieurs domaines d'action. Alors, on aboutit, alors voilà, sur les outils qui sont utilisés, et ça, j'y reviendrai juste après, mais on aboutit à un certain nombre d'outils très, très simples, mais de forme grille, matrice, etc., et notamment qui vont servir à regarder comment un projet donné, une action donnée dans un plan d'action, contribue, encore une fois, aux finalités, comment ça y répond, comment ça n'y répond pas éventuellement de manière assumée, et puis regarder, par exemple, l'intensité de la réponse, jusqu'à, pourquoi pas, alors enfin, c'est pas le pourquoi pas, mais c'est jusqu'à d'ailleurs développer bien sûr derrière un système d'évaluation. J'en ai parlé un peu au fil de l'eau, mais bien sûr, l'idée, c'est de développer ensuite un système d'évaluation qui soit propre au projet, au plan d'action qui sera défini, mais bien sûr qui sera adapté aux enjeux et notamment aux enjeux définis sur la base d'une grille comme celle-ci. Voilà, alors ça c'est pour le… J'en ai presque terminé, je rassure Serge, sauf si Serge me dit que j'ai déjà épuisé mon temps de parole. Il me reste 2-3 diapos. Le temps est court et je sais que c'est frustrant, on va te laisser finir. Mais… Alors, je fais très vite. Donc les travaux pour 2021, ils se poursuivent dans cette idée d'approfondissement que j'évoquais. Avec cette idée aussi qui est, comme tu le disais, pour l'objectif du groupe régional qui est ouvert aujourd'hui, c'était aussi un objectif de production d'un corpus documentaire qui est déjà disponible sur le site du ministère et qu'on va compléter et qui vise à être diffusé de manière large et répondre aux besoins des acteurs publics. Alors, les groupes d'approfondissement qui sont lancés cette année, je les ai représentés ici. Il y en a 3. Je vais commencer par le 3e pour aller très très vite. Il y a un groupe de travail qui est la suite de ce qui a déjà été engagé à partir de 2018, qu'on appelle toujours appel à projet, qui vise donc à décliner la 3701 dans les appels à projet. Et là, on va regarder un peu plus à partir de cette année comment les répondants se mettent au diapason, on va dire, des exigences formulées dans les cahiers des charges des appels à projet. Il y a aussi, bien sûr, un stade qui reste encore à creuser, de continuer finalement à déployer le cadre référentiel dans les futurs appels à projets qui vont sortir. Donc ça, c'est l'axe 3, le sous-groupe 3, appel à projet, qui est plus, on va dire, qu'on pourrait qualifier échelle nationale, puisqu'on est dans une forme de stimulation de l'innovation et de la vertu en matière de développement durable sur les territoires de façon descendante.
L'axe 2, je fais très court, mais l'idée, c'est de dire on a aussi beaucoup encore à creuser sur la manière d'utiliser la 3701 pour améliorer la performance dans les organisations, faire de la transversalité, comme je l'évoquais tout à l'heure, et puis doter les projets, quand on lance un projet à l'échelle d'une opération, par exemple, les doter d'outils, par exemple, d'outils de type cahier des charges, comment on met de la 3701 dans un cahier des charges vers un prestataire. Et donc, il y a cette idée de travailler le corpus d'outils et de documents qui vont servir à l'échelle organisation et projet. Alors, sur ce sous-groupe-là, on est encore en train de le calibrer. Il y a aussi la dimension évaluative qu'on voudrait raccrocher à ce sous-groupe. Et je fais une parenthèse pour dire que les discussions qu'on va avoir ce matin, elles vont peut-être aussi, il faudra qu'on voit comment on interagit et probablement peut-être imaginer des travaux collectifs au travers de ce sous-groupe. J'ouvre une porte là et on verra si vous avez envie de la saisir ou pas, mais ça peut être une façon aussi d'optimiser notre mobilisation collective à tous. Le sous-groupe numéro 1, lui, il est parti déjà depuis le mois de mai. Il vise à regarder comment on va utiliser la 3701 plutôt à l'échelle territoire. C'est-à-dire quand on est sur l'élaboration d'un projet de territoire, quand on est sur un projet de contractualisation, par exemple CRTE, quand on est à l'échelle d'un SCOT, etc., etc., et qu'on veut notamment utiliser cette 3701 comme un outil de dialogue, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que c'est un superbe outil de dialogue, et bien soit, allons-y et travaillons-le. Et donc, ce sous-groupe numéro 1 vise à développer effectivement compléter en fait le corpus documentaire d'outils à cette échelle territoire. Et donc, c'est ma dernière diapo, voilà, c'est ma dernière diapo pour vous donner des éléments de calendrier. Vous voyez que sur le premier sous-groupe qu'on a appelé donc, que j'appelle l'échelle territoriale, qui vise les questions de planification, contractualisation, de coopération, on a des choses qui ont été lancées. On a notamment, alors si ça vous intéresse, là, le 28 juin à 10 h, on a un atelier flash qui va nous permettre de présenter quelques outils qui sont en cours de prototypage, à la fois côté CEREMA, à la fois côté Néoclide, sur des petites moulinettes, c'est des petites grilles Excel, des fiches d'action type, et qui pourraient servir donc à équiper en fait une démarche 3701 sur un territoire. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes vraiment tous les bienvenus à cet atelier flash du 28 juin, 10 h. Il faut envoyer un petit mail. Vous m'envoyez un mail à moi ou à Julie Sardou, qui peut vous mettre le lien d'inscription dans le chat d'ailleurs, comme ça fera gagner du temps. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous avez prochaine échéance en rouge sur le groupe appel à projet. Vous avez aussi un groupe de travail le 21 juin après-midi pour ceux que ça intéresse éventuellement. Il est open, donc n'hésitez pas aussi à faire part de vos motivations pour ce groupe. Désolé, j'étais un peu plus long que prévu, mais… Ouais. En tout cas, merci Dominique, merci à Mélanie et Isabelle auparavant. La masse d'informations est considérable, le challenge était de tout passer en très peu de temps. Alors, je ne doute pas que les questions peuvent être multiples, les réactions peuvent être multiples, voire épidermiques. Je sais que c'est frustrant, mais si on engage un jeu de questions-réponses, on risque de ne pas atteindre notre objectif. Ce que je vous propose, c'est que vous mettiez au boulot maintenant et qu'on laisse reposer nos trois intervenants. Je vous l'ai promis tout à l'heure, on vous a créé un petit support Bicast pour pouvoir le faire. Donc, je vais vous demander de faire un exercice très complexe, c'est d'aller vous reloguer sur un autre site en plus de Zoom, qui est celui que je suis en train de vous afficher à l'écran. Et quand vous allez vous retrouver en petit groupe, en fait, vous allez avoir deux activités. Vous allez pouvoir naviguer de manière autonome à l'intérieur. Il n'y a pas d'animateur de séquence, vous faites comme vous voulez. Et vous aurez à un moment donné à répondre à deux activités qui sont quelles pourraient être le nom de notre club, mais vous ne passez pas 3 heures dessus. Et surtout, quels sont mes besoins et attentes avec un petit système de classement. Vous verrez, c'est relativement simple. Comme on est très nombreux et qu'on ne pouvait pas faire de tour de table, pour que vous essayiez à cette application et que je vérifie que tout le monde arrive à se connecter, ce que je vous propose, c'est simplement de faire un tout petit
une toute petite présentation par chacun d'entre vous où sur l'activité numéro 1, vous allez trouver « Je me présente », vous mettez simplement un petit post-it avec votre nom, prénom, votre fonction et vous vous classez entre service public, secteur privé et autres. Une fois que vous avez fait ça, je suis confiant et je peux vous mettre en petit groupe pour que vous deveniez opérationnel. Donc, pour l'instant, je vais voir les gens qui arrivent à se connecter si vous avez vraiment des grosses difficultés. Donc, soit vous utilisez le lien qui est affiché, qui est https://www.bicast.live en rentrant le code de session MFQBFC, ou alors vous prenez votre téléphone et vous scannez le petit code QR qui est à l'écran et ça va se connecter tout seul. Je vous laisse faire l'essai et on va voir comment ça fonctionne. Pour l'instant, vous êtes 9 à être connectés. Magnifique. Donc, dès que vous êtes connecté, vous allez sur l'activité numéro 2 qui s'appelle « Je me présente, nom, prénom ». Et puis, vous sélectionnez votre secteur d'activité, puis vous mettez votre nom, prénom, et puis ce que vous avez envie de mettre comme titre qui vous représente le mieux dans la vie. Tu l'as mis où le lien pour se connecter au Bicast? Je vais le remettre dans le chat, comme ça, pour ceux qui ne voient pas qui n'arrivent pas à recopier sur le passage d'écran. Je crois que tu n'as pas lancé l'activité. En tout cas, je n'y arrive pas. Ah, elles sont toutes lancées normalement. Ah. Ouais. C'est vous qui devez aller. Voilà, Agnès Jean-Boine a réussi à le faire. Sergina aussi, Mélanie Rambaud aussi. Donc, ça marche. C'est vous qui pilotez. Okay. Il n'y a pas d'animateur parce qu'il fallait que tout à l'heure vous soyez autonome sur les. Tu le remets dans le chat, le lien, là? Ouais, ça y est. Je le vois pas. Il vient d'être pas encore dans le chat. Ah, je suis désolé, je ne l'ai pas mis à tout le monde. Oh là 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 là. Je suis un débutant sur Zoom. Voilà, ça y est, il est à tout le monde là, normalement. Voilà, c'est bon. Donc, quand vous arrivez, normalement, vous rentrez le code de session MFQBFC. Il va vous demander votre nom, prénom pour qu'on sache quand même de qui il s'agit. Et puis après, vous avez accès au panel d'activité. Et là, vous êtes 23 à être connectés, donc tout le monde ne l'est pas. En général, c'est là que les gens partent en disant « Oh là là, il va falloir bosser. C'est l'heure de l'apéro, tout ça. » Ça fait peur. Vous êtes 27. On est 30. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de continuer le travail, c'est-à-dire sur le nom du club et sur vos besoins en petits groupes. Donc, je vais vous mettre en petit groupe purement fortuit, ce qui vous permettra de faire connaissance et de lancer les activités. Et je vais rattraper les gens qui ont des problèmes, qui n'ont pas réussi à se connecter pendant ce temps-là. Donc, j'avais dit. C'est parti. J'espère que le hasard a bien fonctionné pour tout le monde.
Il y a un certain nombre de participants qui n'ont pas rejoint leur petit groupe, c'est-à-dire qu'ils étaient ils étaient en train de faire autre chose. Alexandre, vous avez reçu une invitation pour aller en salle 5, normalement. Je vois qu'il y a tout seul, tout perdu dans la grande salle. Et Isabelle, si on en a envie, c'est salle 3. Oui, Serge, j'ai bien reçu le message, mais il faut que je vous abandonne maintenant. Bon, ben, c'est pas grave. Je suis désolé. Ok. En espérant avoir éveillé 2-3 envies chez vous pendant ce démarrage. C'est très intéressant. Merci à tous. Eh ben, au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
Les petites salles se vident tout doucement. Voilà. Il reste, je crois que plus. Il n'y a plus personne, je crois. Non, on a été éjecté. Ouais. Ce que je vous propose, tant pis si ça fait un peu le bordel, c'est vous pouvez réouvrir vos micros parce que voilà, il y a un micro d'avion là quand même. Ah, c'est le ventilateur là. Ah d'accord, ouais, non, c'est pas bon plan, ok, d'accord. Alors, hormis le fait que certains d'entre vous, en particulier les Bourguignons et les Francs-Comtois, soient très très chauvins, qui à un moment donné voulaient concentrer en Bourgogne-Franche-Comté, on a quand même sur les mots choisis, club territoire durable et club transition des territoires qui semblent être majoritaires. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que le club s'appelle club territoire durable? Si quelqu'un s'oppose, il peut mettre un petit zigouigoui sur son image. Je ne sais plus ce qu'on a comme. Que tu as moyen de voir combien de fois les gens ont voté pour leur propre nom, parce qu'en fait, tu peux voter plusieurs fois. Ah ben, on va pas. Chacun a utilisé une stratégie qui lui était propre. On va Voilà. pas. Pourquoi tu l'as fait combien de fois, Isabelle? Je tairai ce chiffre. Nous, il y a des gens qui ont voté pour le groupe, hein. C'est pas pour. Ah ben en plus, voilà. Donc, Bah, oui. bon, c'était quand même pas très très important, mais finalement, club territoire durable, c'est plus sympa que club 37101 hein, ou ISO 37101. Mais vous aurez, alors l'intérêt de Bicas, c'est de toute façon, chacun d'entre nous disposera du replay de l'émission et on vous disposerait des supports, ça c'est évident, mais en plus du détail, ensemble des activités qui ont été réalisées sur Bicas, avec effectivement le détail statistique de l'ensemble des votes qui ont pu être faits. Voilà. Et la liste détaillée de chacun d'entre nous, parce que je crois que tout le monde l'a fait, 25, 26, pas tout à fait tout le monde l'a fait, mais pas loin, où c'est assez joli d'ailleurs, ça répond presque à une question qui est posée dans les besoins et attentes. On a un joli équilibre secteur public et secteur privé. Moi, je craignais effectivement qu'on arrive à n'attirer que le secteur public parce que moi, dans la lecture que j'ai fait de la norme, il y a vraiment un élément fort sur effectivement l'inclusion des parties intéressées. Et je pense que tous les gens d'entre vous qui sont un peu, comme je pense, on l'est la plupart sensibles au développement durable des territoires et à la transition écologique, on a bien conscience que c'est dans la coopération, la concertation de l'ensemble des acteurs sur un territoire qu'on pourra peut-être accéder à ce Saint Graal, parce que ça ne peut pas être le secteur public tout seul qui va décider de la durabilité d'un territoire, me semble-t-il, et que le rôle des acteurs privés est essentiel dedans. Donc c'est bien, voilà. Moi je trouve plutôt rassurant que le démarrage, la première rencontre de ce groupe soit plutôt équilibré. On verra par la suite si on arrive à maintenir le cap. Maintenant sur les... Oh là 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 là, 50... Arrêtez hein, maintenant avec les propositions. 51 propositions qui ont été faites par chacun ou chacune, certains étant plutôt liés aux modalités même de fonctionnement de ces structures, hein, en particulier tout ce qui touche à la notion de réseau, d'échange d'expérience, d'expérimentation sur le terrain, et en gros de se sentir moins seul, ce qui était l'objectif de tout club de travail, et des propositions concrètes. Sur la demi-heure qu'il nous reste, je ne pense pas qu'on ait le temps de tous les passer en revue.
la finalité, si vous en êtes d'accord, mais là j'attends un petit peu que vous partagiez votre opinion, c'est que on arrive peu à peu à transformer des propositions concrètes en espèce de fiches projet ou d'engagement sur un livrable, que l'un ou l'une d'entre nous, à un moment donné, soit volontaire pour l'animation de ce temps de travail et s'entoure d'autres participants, et qu'au fur et à mesure des rencontres que l'on pourra programmer ensemble, on puisse à un moment donné faire des retours sur les livrables que l'on aura pu déterminer, de manière à être vraiment dans la production. Et je pense qu'il n'y a qu'à travers la production qu'il y aura appropriation du référentiel. C'est-à-dire, plus on va jouer avec et plus on va trouver des possibilités d'utilisation et de se familiariser avec ce vocabulaire. Quelqu'un souhaite réagir sur ce magnifique tableau de 51 actions Allez. Isabelle, Mayotte Navarro, tu souhaitais faire un commentaire? Je vois un petit pouce. Non, juste dire que c'est bien, il y a plein d'idées. Juste après à les regrouper, à les synthétiser, et bon courage. Moi, ça me paraît pas très compliqué, parce que je pense que c'est des questions qu'on se... Bon, sur tout ce qui est écrit, il n'y a pas de questions que je ne me posais pas, donc moi je me retrouve un petit peu. Le tout, effectivement, c'est d'identifier quels seraient les éléments qui seraient très opérationnels et qui pourraient être, à un moment donné, faire l'objet d'un livrable mis à disposition du groupe de manière pas trop lointaine. Et puis oui, ce que je n'avais pas dit, et même si Dominique a surfé tout doucement sur le sujet, dans les discussions préalables qu'on a pu avoir sur la création de ce groupe, on a pris un engagement moral pour l'instant, mais je ne pense pas que c'est nécessaire d'aller au-delà, un engagement de partager systématiquement les livrables que nous arriverons à produire avec les structures ministérielles, en particulier le Lab 2051, parce que dans la logique, le Lab 2051 met à disposition l'ensemble de ces outils de la même façon, et voir à un moment donné, et ça Dominique l'a dit, si des préoccupations, si dans certains d'entre vous ont des préoccupations qui recouvrent des thématiques qui sont abordées dans les groupes de travail pilotés par le ministère, bien évidemment, il ne faut pas qu'on remonte à un sous-groupe local, il faut que ces personnes-là, effectivement, travaillent directement avec ces instances et fassent le lien avec notre groupe régional. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cette proposition. Je ne sais pas si Dominique est toujours avec nous ou si Isabelle Maurice veut valider l'idée. Ouais. Je suis toujours là, Isabelle aussi. Ouais. Donc, on valide complètement. Et moi, j'ai même envie de dire, peut-être que ce qui serait intéressant, si je peux poser la question à l'Assemblée, là, est-ce que au travers de ce premier exercice de présentation du référentiel et du jeu de questions sur les attentes et les besoins, est-ce qu'il y a certains d'entre vous, vous vous dites, tiens, et si je testais la 3701 sur, je sais pas moi, sur un projet là qui va sortir bientôt ou qui est en cours ou ou que je veux évaluer donc ce serait intéressant qu'on ait peut-être des cas concrets et regarder si justement ces cas concrets ils peuvent être à la fois travaillés dans le cercle régional que vous représentez aujourd'hui et pourquoi pas même partagés au niveau national. Alors moi, dans mon groupe de travail, j'avais 2 personnes qui étaient très intéressées, 3 même, mais une a dû nous quitter. Du coup, j'appelle Éric Durand et Jean-Philippe Olivier à parler de, s'ils le souhaitent bien entendu, mais à parler de ce qu'ils attendent de la 3701, parce que je trouve que c'était assez intéressant. Deux choses qui étaient complètement différentes, mais s'ils peuvent s'exprimer sur le sujet, ce serait intéressant, je pense, pour tous. Et leurs questionnements aussi. Oui, moi je vais dire, Eric. Serge, si tu peux juste m'autoriser à réactiver ma vidéo, ça m'arrangerait. Ah oui, mais tout à l'heure, tu faisais n'importe quoi avec, c'est pour ça. Moi,
je veux bien évoquer ce qu'on a évoqué en atelier. Moi, j'avais une problématique. J'ai trouvé que dans la présentation qui nous a été faite, on ne voyait pas vraiment le lien entre la norme et les ODD. Et j'ai du mal même à comprendre comment le ministère, enfin nous, Besançon, on fait partie des villes pilotes qui ont travaillé sur la localisation des ODD, l'appropriation des ODD, notamment dans la rédaction du rapport annuel de développement durable. Et c'est marrant parce que au ministère, très peu, dans les ateliers qu'on a fait, on nous a quasiment jamais parlé de la norme. Et là, ceux qui parlent de la norme parlent très peu des ODD. Alors qu'il s'agit du même ministère et en fait des référentiels qui doivent se rejoindre de toute façon de manière impérative. Il y a un côté normatif qui n'est pas obligatoire, mais les ODD, eux, vont quasiment devenir obligatoires puisque la France a signé l'agenda 2030 et a signé en 2015 donc, sa volonté de participer et de contribuer à ces ODD. Et donc, je suis un peu surpris là. Et moi, j'aurais besoin plutôt de travailler là-dessus. Enfin, en tout cas, que la ville travaille là-dessus puisqu'elle est engagée et les élus le sont autour de cette volonté de s'inscrire dans la localisation des ODD et notamment de construire une stratégie développement durable autour d'un agenda 2030. Et puis, j'étais très troublé que vous évoquiez, je l'ai dit à votre collègue, les 6 finalités du développement durable qui n'ont rien à voir avec les 5 finalités du développement durable qui sont utilisées depuis des années dans les agendas 21 et qui sont obligatoires et qui sont l'armature obligatoire de la présentation des rapports annuels de développement durable tel que l'a voulu le législateur. Voilà. Isabelle Moritz, il y aurait plusieurs écoles au sein du ministère de la Transition écologique? Bon, Isabelle ne paraît pas. Non. Elle est au téléphone. D'accord. Dominique, tu as la réponse? Alors, je réactive mon micro. J'aurais qu'une réponse, je ne vais pas répondre à la place du ministère, je ne me permettrai pas déjà. Et puis, non, j'aurais qu'une réponse partielle, mais qui serait de dire déjà, alors sur la partie ODD, il y a un exercice qui a été fait qu'on trouve, alors je le fais de mémoire, mais qui, je crois, est dans la 3704, et si Mélanie, ah non, Mélanie est partie, mais en fait, bon, vous trouverez dans le document normatif, à la source, donc dans la 3704, vous trouverez un petit exercice de compatibilité qui a été fait entre 3701 et ODD. Donc c'est pour dire que les gens, alors moi je ne fais pas partie de ceux qui ont conçu la 3701, mais des gens qui l'ont conçue et au niveau international, donc ça a bien été dit avant, évidemment, ils l'ont conçu sur cette idée que, bien sûr, on ne soit pas du tout orthogonal, non seulement on ne soit pas orthogonal aux ODD, mais qu'on soit bien en compatibilité, que ce soit cohérent. Bon. Donc ça, c'est la première chose que je peux dire. Alors, la question que vous soulevez, c'est effectivement comment concrètement, effectivement, quand on lance un exercice ODD, est-ce qu'on fait ODD, est-ce qu'on fait 3701, est-ce qu'on fait les deux? Ça pourrait être en effet un exercice à creuser, à regarder comment de manière très pratique on s'assure que ce qu'on fait d'un côté n'est pas est bien cohérent avec ce qu'on pourrait faire de l'autre. Sur le deuxième point, les 5 ou les 6 finalités du développement durable, oui, alors enfin, puis d'autres vous diront, non, il y en a 7, on a trouvé 7, et puis des référentiels, alors il y a ce qu'effectivement, il y a ce qu'il y a dans les rapports de développement durable, mais d'une manière générale, quand on est dans des politiques, dans de l'application volontaire, vous allez trouver des dispositifs en veux-tu, en voilà. Le WWF avait travaillé sur un inventaire de l'ensemble des dispositifs d'évaluation en matière de développement durable pour les politiques publiques, les projets d'aménagement. Ils avaient recensé pas loin de 70 référentiels et encore sans être exhaustifs. Tout ça pour dire que c'est un peu un débat sans fin, me semble-t-il. Et là, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui un consensus international autour de ce référentiel.
Voilà, les 6 finalités, elles sont dans le référentiel, c'est bien 6. Hein, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 6 finalités du développement durable dans le référentiel normatif. Et donc, soit on prend la norme, soit on ne la prend pas. Si elle est d'application volontaire, vous la prenez pas. Mais si vous la prenez avec les 6 finalités énoncées comme elles sont énoncées. Et c'est à prendre ou à laisser, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'après, on pourrait discuter. Est-ce qu'on revient aux 5 des agendas 21 ? Bon. Mais en fait, quand on voit les 5 des agendas 21 et les 6 de la 3701, on se rend compte qu'en fait, il y en a 4 qui sont quasiment rédigés de la même manière. Et puis, les deux derniers de la 3701, finalement, convergent vers le 5e de l'agenda 21. Donc, c'est une façon aussi un petit peu différente de dire la même chose. Bon, voilà, je ne réponds pas définitivement à la question, mais bon, ça peut être un sujet. C'est un sujet. Bah, moi, je dirais j'aurais une autre approche. De toute façon, que ça soit les 5 de l'agenda 21, les 6 de l'ISO 37101 ou les 7 principes les 7 principes de l'ISO 26000, elles ont toutes pour base les 17 ODD. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est la vision que j'en ai. Et donc, de toute façon, on traduit avec des mots différents, qui peuvent être différents, la même finalité, puisqu'on veut tous, in fine, aller vers les 17 ODD. Donc, finalement, on a tous le même dénominateur commun qui sont les 17 ODD. Et là-dessus, on est d'accord, il y en a 17. Donc, moi, la vision que j'en ai, la motivation que j'ai, donc moi, je suis indépendant. Je travaille avec Serge et puis le MFQ sur la RSE. J'ai, pour ma part, découvert la RSE l'année dernière et j'ai été vraiment séduit dans le fait que c'est vraiment applicable à tout, à toutes les structures. Moi, je suis plutôt issu d'un milieu industriel, automobile. Attention, mais je me soigne, hein, c'est promis. Je sais que l'automobile a peut-être fait peur, mais j'essaie de me soigner. Et donc, j'ai la volonté de porter cette RSE que j'ai trouvée vraiment super. Et donc, d'abord par le biais de l'ISO 26000, mais surtout, et puis maintenant par l'ISO 37101, auprès des structures. Et ce que j'ai vraiment trouvé très, très attirant dans la RSE, au sens large, c'est qu'on peut en faire dans toutes les structures. J'ai la conviction et j'ai l'envie d'en faire non seulement dans des industries, parce que c'est mon corps de métier, mais dans des commerces, dans des structures publiques. Et c'est ça que je trouve génial dans cette approche, c'est qu'on peut faire vraiment ça dans toutes les structures. Et la seule limite qu'il y a, c'est finalement la limite de l'intelligence collective qu'on se fixera dans les groupes de travail qu'on animera dans les différentes structures. Donc finalement, c'est ça que je trouve génial. Après, moi, ma volonté dans le groupe, c'est aussi d'apporter mon regard, mon expertise, et donc d'abord d'appréhender un peu mieux en détail la norme et les outils, notamment les grilles, qui sont encore un peu obscurs pour moi, mais surtout aussi apporter mon regard sur la pratique par rapport à mon expérience que j'ai eue dans l'automobile, encore une fois. Mais je me soigne. S'il vous plaît, j'avais une question pour AFNOR concernant les modalités d'évaluation. Donc, pour 26 000, on sait qu'il y a une évaluation qui est pratiquée avec plusieurs niveaux d'excellence, on va dire, de la mise en œuvre des principes, des questions centrales du développement durable dans la 26 000. Est-ce qu'il y a la même orientation qui se dessine pour ce nouveau référentiel ou pas? Je crois que Mélanie Rimbaud est partie, donc je vais prendre la main. Je suis Alima Pujol, groupe AFNOR également. Je vais répondre, Miaïla, sur la 3701. Pour l'instant, je reprends ce qu'a dit Mélanie, il n'y a pas de dispositif de certification aujourd'hui en France, ni par AFNOR Certification, ni par un quelconque opérateur autre. La maturité en fait
des collectivités sur ce sujet est en cours, les opérateurs ne se sont pas encore positionnés sur un dispositif d'évaluation, de reconnaissance ou autre sur ce sujet. Par contre, il y a effectivement d'autres pays qui l'ont fait, comme Mélanie l'a dit tout à l'heure. Il n'est pas dit que chez AFNOR, on n'y aille pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade, mais je ne peux pas m'engager pour AFNOR Certification. Sur les dispositifs, pardon. Je voulais juste dire que sur les dispositifs d'évaluation, le ministère, Isabelle prendra sans doute la parole, y réfléchit puisqu'il y a un groupe de travail là-dessus. Aujourd'hui, je dirais que ce qui est important, c'est déjà de le mettre en œuvre et de commencer. On a effectivement la 26 000 avec un dispositif d'évaluation par AFNOR Certification sur un dispositif de labellisation. Vous avez aussi, nous, une grille d'auto-évaluation qui a été mise en place autour du baromètre AFNOR de la performance publique durable, qui permet à n'importe quelle collectivité, et je profite pour dire que l'édition a été lancée cette année, de s'auto-évaluer sur ces normes. C'est un condensé, c'est sur base de référentiels normatifs, donc vous pouvez y aller. Je mettrai le lien si vous voulez pour vous inscrire. Voilà, l'idée, c'est aujourd'hui pour l'instant d'évangéliser, de rendre l'outil, d'avoir un travail de pédagogie. Je reviens juste sur ce qu'a dit tout à l'heure Étincelle sur ODD et les normes de management. En fait, la logique des normes de management, ISO 26000, je l'ai dit tout à l'heure lors de notre groupe de travail, ISO 26000, ISO 37000, ISO 37104 et consorts, c'est de pouvoir déployer des conduites de projet qui soient structurées et robustes. Donc, de permettre ces pratiques, de mettre en place ces pratiques. La logique des ODD, c'est de mettre en place un dispositif d'évaluation. Quand est-ce qu'on a réussi? C'est quand on a atteint les 17 objectifs de développement durable, quelle que soit la priorisation qu'on en fait, l'avantage des ODD étant en plus d'être intriqués les uns aux autres. Après qu'on range les ODD par 6, par 5, par 7, je vous invite à aller regarder ce qu'a fait PESAC, on a travaillé avec eux. Ils ont rangé les ODD selon leur grille d'agenda 21 ou 2030 en plusieurs objectifs qui les concernaient localement. Donc, vous voyez qu'on peut tout à fait personnaliser ces référentiels. Je reprends ce qu'a dit Dominique au départ en disant les 12 compétences sur le management des pratiques, vous êtes peut-être, il vous en manque, l'agriculture, le numérique, que sais-je, vous pouvez en faire 14 si vous avez envie. L'important, encore une fois, ce n'est pas d'être conforme, c'est de s'intéresser au déploiement de l'esprit, en fait, de ces guides pratiques. Voilà. Avant de redonner la parole, avant de redonner la parole à Michaela qui l'a demandé, je voulais juste préciser, parce que effectivement, il n'y a pas de système de certification, mais comme dirait Christian Lévy, la 37101 est certifiable parce qu'elle porte la certification dans ses gènes, dans son écriture. Donc ça, c'est effectivement, elle peut être certifiée si on décide qu'elle le soit. Et dans les propositions, le groupe OETF Fabien, je crois que vous avez à un moment donné fait une proposition qui était d'organiser, de structurer des audits croisés inter-administration. Moi, si le groupe se met en place, je suis prêt à collaborer avec toi, Fabien. On a déjà su le démontrer par rapport à d'autres référentiels comme Marianne, par exemple, où on peut très bien, à un moment donné, s'auto-évaluer entre nous à partir du moment où on est organisé en réseau. Les audits croisés, ça fait 20 ans qu'on en fait, c'est structuré, c'est organisé. D'accord, ça ne fera pas plaisir à AFNOR, mais les structures publiques et privées sont capables de effectivement s'auto-organiser pour faire de l'auto-évaluation croisée, si on peut dire. Je suis d'accord avec toi, Serge. Juste pour avoir un mot un peu moins polémique avec AFNOR, on sait que les audits internes croisés, ce n'est pas nécessairement concurrent des démarches de certification, mais au contraire, ça permet c'est une première étape. Peut-être on commence par faire des audits internes croisés, et puis si la collectivité souhaite après avoir une reconnaissance extérieure, parce qu'ils ont atteint un bon niveau de performance, ils vont solliciter AFNOR ou un autre organisme de certification. Mais je te rejoins sur le fait, on en parlait dans notre atelier, c'est vrai que sur la nécessité d'avoir, je crois que c'est Dominique qui en avait parlé, d'avoir un outil ou Isabelle plutôt, un outil de dialogue commun, et j'espère que l'ISO 37101 sera cet outil de dialogue commun que j'espère de mes voeux depuis plus de 15 ans et qui a du mal
à arriver. Voilà, donc si à un moment il y avait l'agenda 21, mais voilà. Voilà, j'espère qu'on va garder cette dynamique. Je voulais juste apporter une petite précision à deux niveaux. Donc, la première des choses, c'est qu'effectivement, on ne parle pas d'une certification, mais d'une évaluation par rapport à 26 000. Et en fait, la nécessité, ce n'est pas la conformité, c'est juste de pouvoir, dans ce monde si complexe, communiquer, trouver le bon format pour communiquer donc sur les résultats, sur la performance d'aider, de la structure qui fait l'effort et qui s'inscrit dans cette culture et dans cette logique. Et puis, deuxièmement, je voulais juste apporter un élément de méthode parce que dans notre groupe, donc c'était un petit groupe, on était 6 ou 7, dont il y avait 4 personnes de AFNOR. Et effectivement, on a recensé les attentes, mais on ne les a pas transmises par écrit. Et je compléterai par rapport à ce qui a été dit qu'effectivement, les attentes étaient autour de comment réfléchir ensemble, comment apporter du concret ensemble et comment initier un groupe régional voilà, concret, et aussi pour devenir ambassadeur et promouvoir ces initiatives, si on pouvait avoir quelque chose de très, très synthétique pour convaincre les élus. Okay. Et donc, la réponse était autour des guides pour le moment. Si je me permets, comme ça, on est en phase avec tout le monde parce qu'on n'a pas communiqué par écrit sur ce qui s'est passé dans notre groupe. Et effectivement, les éléments de réponse étaient sur qu'on a déjà des éléments, des travaux qui ont été faits autour des guides. Donc, c'est très important si on peut les procurer, ces guides que vous avez déjà publiés. Oui, oui, je voulais juste prendre la parole, je dois vous quitter dans 5 minutes, mais parce que donc les guides sont publiés, il y a 3 documents en fait, il y a 2 guides et il y a un livret qu'on avait appelé livret introductif qui synthétise et qui est assez synthétique et qui donne des verbatim aussi qui sont intéressants pour vous et qui vous, au lieu de, ne donnez pas des guides aux élus, donnez plutôt ce livret. Et après, on a dit qu'on travaillerait justement sur l'ISO pour les nuls, notamment en lien avec l'Agence nationale pour la cohésion des territoires dans le cadre d'un des groupes de travail que Dominique a présenté. Donc, c'est le groupe de travail coopération, contractualisation qui va plutôt voilà, qui est spécifique sur l'évaluation. Donc, on a bien un groupe de travail pour travailler sur l'évaluation. Là, c'est vrai que vous êtes tous en fait des pros de la certification. En fait, nous, on n'est pas dans cette logique-là et de la normalisation. On a pris la norme d'une autre manière, en fait. Et concrètement, là, les documents qu'on produit sont autoportants. Hein, les guides qu'on produit 360, dont Dominique Renaudet fait partie, sont autoportants. Et du coup, vous n'avez pas besoin de vous palucher toutes les normes qui d'ailleurs sont payantes. Et on va travailler ensemble en fait sur l'évaluation parce que voilà, on répond aux ODD d'accord, mais comment en fait? Donc il y a tout un travail à faire en fait sur ce sujet. Ensuite, je voulais juste sur les grilles, est-ce qu'il faut rajouter des trucs, des cases? Je pense qu'on a autre chose à faire. Le but, c'est déjà de voir qu'est-ce qui rentre dans les cases qui sont. Enfin, jusque-là, on n'a pas vu de manque. Par exemple, l'agriculture urbaine, ça rentre dans le domaine d'action, économie, production et consommation durable. Donc, d'abord, dans un premier temps, d'essayer de faire rentrer nos actions dans cette grille. Par exemple, voilà, nous, on a quatre défis. Il y a 4 défis de la ville de demain qui sont avancés par le ministère. Donc, il y a voilà, la sobriété. La sobriété recoupe avec l'utilisation rationnelle des ressources et avec la préservation de l'environnement. Voilà, donc il faut ensuite trouver des correspondances, mais le but, c'est pas de détriturer et retriturer cette grille. C'est justement de trouver son identité et de trouver des correspondances avec la grille. Après, je ne sais pas si vous aviez posé d'autres questions parce que j'étais au téléphone à un moment donné. Non, voilà. Non, je crois que tout le monde doit avoir le ventre qui gargouille. Sur la suite, je crois que j'ai entendu le mot et je crois qu'on doit tous se considérer comme ambassadeurs à partir d'aujourd'hui sur notre territoire et sur le territoire national de partager les pratiques. Je méfie des émulations de groupe et des motivations furtives. C'est pour ça que je ne suis pas rentré dans l'ensemble des propositions, mais
pour la suite, ce qu'on va vous proposer avec Fabien et Michael, c'est de mettre à disposition un espace collaboratif où on va retrouver l'ensemble de ces propositions, un cloud à nous, où chacun pourra à un moment donné s'exprimer, compléter ses propositions, et partir du fait que si un porteur de projet qui se désigne et qu'un groupe arrive à se constituer, le projet vivra. S'il n'y a pas de groupe qui se constitue, le projet mourra. Voilà. Et je pense que on puisse à un moment donné, avec les porteurs de projet, planifier le rendu des livrables qui nous permettra de programmer nos prochaines rencontres. Donc, si cette option vous convient, Fabien, tu voulais rajouter un mot? Non, juste, oui, je vais juste rebondir par rapport à ce que disait Michaela. C'était intéressant, surtout sur un support qui permet de convaincre nos décideurs. Oui. Et je pense que le petit diaporama de Dominique était très bien fait en ce sens. Hein. Je pense qu'il y a vraiment l'essentiel qui est dedans. Du coup, je voulais savoir s'il était possible de récupérer les supports qui ont été présentés aujourd'hui et si Dominique nous autorise à réutiliser ces diapos pour essayer de convaincre nos directions. Alors, je remets mon micro pour répondre directement. Je n'en suis pas le propriétaire, j'ai même envie de dire c'est plutôt à Isabelle de répondre, mais je crois pouvoir répondre à sa place. Oui, bien sûr, oui. Vous allez pouvoir les réutiliser à votre convenance. Ah oui. C'est fait pour ça. Si vous voulez les adapter, d'ailleurs, on est preneur aussi de votre adaptation. On n'arrête pas de les adapter pour les simplifier, resimplifier. Donc, en Creative Commons. Voilà. Mais je crois que c'est pour ça qu'on a réussi à se marier aussi facilement entre AFNOR et le ministère et Neoclid. Je pense qu'on a tous à peu près la même vision des choses, c'est-à-dire que nous ne progressons qu'à partir du moment où nous partageons. Si on commence à mettre des copyrights des supports, ça veut dire qu'on n'a rien compris au développement durable et à la transition écologique, me semble-t-il, quoi. Donc cet esprit de partage, je pense, c'est ce qui doit nous animer. Et les ponts que vous nous avez offerts entre ce petit groupe de terriens en marge du Royaume de France, de nous associer aux grandeurs parisiennes, je trouve ça plutôt positif. Voilà. Maintenant, on est tous en dématérialisé, alors il n'y a plus de Paris, il n'y a plus rien là. Voilà, l'immense chance d'une crise sanitaire nous apprend à travailler différemment et ça restera, je pense. Très rapidement, avec Fabien et Michael, on revient très rapidement vers chacun d'entre vous pour vous donner le rendu compte de cet échange finalement très très riche. Et puis surtout qu'on imagine ensemble la suite, parce que après vos commentaires, je vous sens plutôt impatient et c'était un petit peu l'objectif. Voilà. Et que si certains d'entre vous veulent lâcher, descendre du train en route, c'est pas grave, on ne lancera pas la pierre. On fera sans doute un petit passage pour le récupérer à la gare, parce que je ne pense pas qu'on veuille sortir du train définitivement. Ça me semble pas du tout possible d'ailleurs. Eh bien, allez, j'ai l'honneur de conclure. Donc, je vous souhaite un excellent appétit. Et puis, j'espère à très très bientôt. On reste en contact. À tout bientôt. Merci beaucoup, Serge. Merci, Serge. Merci à tous. Merci à vous.